Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Nous allons commenter un événement récent, l'apparition d'un article dans le Global Times, qui est le journal chinois, et dont on dit qu'il sert de relais à la propagande chinoise, et que, en fait, il exprime, d'une certaine manière, sans, on va dire, caution officielle, il exprime un certain regard de la Chine sur elle-même, et de la Chine telle qu'elle veut s'afficher, telle qu'elle veut se dire au monde, puisque c'est un journal en anglais qui est donc fait pour un lectorat international, mais en même temps, ce lectorat international, il doit être sensibilisé aux problématiques qui sont celles chinoises et plus exactement celles du Parti communiste chinois. Donc le Global Times, dans cet article, qui est un article extrêmement récent, un article écrit il y a simplement un jour en réalité, il a un titre qui est extrêmement intéressant, extrêmement préoccupant en même temps. Donc c'est encore une fois l'édition internationale du Global Times, c'est ça que c'est intéressant. Donc l'article est le suivant: Japan risks turning itself into Ukraine of Asia if it follows US strategic lines. Donc le Japon risque de se transformer lui-même en Ukraine de l'Asie si il suit la ligne stratégique des États-Unis. Donc on voit que c'est un titre qui est extrêmement, on va dire, radical et à certains égards, on peut dire même agressif, puisque l'article fait une comparaison, établit une comparabilité entre l'Ukraine et le Japon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Japon peut devenir l'Ukraine de l'Asie si le Japon persiste dans son partenariat stratégique avec les États-Unis. Alors d'où vient cette affirmation? Pourquoi est-ce qu'il y a cette réaction dans le Global Times? Il faut évidemment revenir dans le fait que ces dernières semaines, le Premier ministre japonais a effectué une tournée mondiale pour mettre en place le G7, puisque c'est le prochain sommet du G7, sera présidé par le Japon, par le Premier ministre Kishida, et donc il a fait la tournée des grandes capitales occidentales, comme on dit, du G7. Et cela s'ajoute le fait que, comme on l'a déjà évoqué dans ces émissions, le fait que le Japon a adopté une nouvelle diplomatie, une nouvelle politique de défense. Plus exactement, le Japon est en train de transformer sa politique de défense d'une part, de deux parties. D'une part, avec un accroissement extrêmement significatif du budget dédié à l'armement et surtout avec le fait de se doter de nouveaux missiles qui sont des missiles qui peuvent réagir, des missiles de contre-offensive, des missiles qui ne sont pas simplement des missiles défensifs mais qui peuvent attaquer une cible. Et pourquoi est-ce que c'est nouveau? Donc c'est le deuxième point, parce que cela signifie un changement par rapport à la stratégie, à la politique du Japon, qui pendant longtemps a été fondée sur des forces uniquement défensives, puisque, évidemment, tout est là. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont empêché le Japon d'avoir une armée qui n'était possible que si elle avait un but purement défensif. Or, ici, ce revirement du Japon se place dans la lignée, évidemment, de son partenariat renforcé avec les États-Unis. Alors, quand on dit revirement, il n'y a pas véritablement de revirement, il y a plutôt une sorte d'inflexion, c'est-à-dire que, évidemment, que la capacité de défense doit inclure, sous peine, on va dire, de se défendre pour rien, doit ensuite inclure la capacité de contre-attaquer, puisqu'on ne peut pas simplement se défendre en interceptant les missiles, mais aussi être capable de frapper
sur l'origine du missile, l'origine de la base d'où il est tiré, du bateau d'où il est tiré, etc. C'est donc ces missiles nouveaux qui établissent une nouvelle doctrine, qui font partie d'une nouvelle doctrine par laquelle le Japon entend, on va dire, accroître sa présence militaire au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif. Et il est évident que si le Japon fait cela, c'est parce que aussi, il y a plusieurs facteurs, c'est parce que aussi, même si les États-Unis sont présents dans l'Indo-Pacifique et cherchent à l'être de manière de plus en plus, en même temps, de façon tendancielle, ils ne pourront pas être toujours là, ils vont devoir, à un moment donné, se retirer pour des raisons budgétaires, pour des raisons politiques, et les États-Unis ne peuvent pas éternellement assurer le soutien de leurs alliés, mais ils doivent, bien entendu, être capables de les aider et aussi demander à ces alliés de eux-mêmes être capables de se défendre par eux-mêmes. Et à cela s'ajoute aussi le fait que ces pays-là sont maintenant dans une situation qui est de plus en plus difficile, à la fois du point de vue de la menace chinoise, mais aussi du fait que la Corée du Nord elle-même a accru son potentiel militaire, ses capacités balistiques, et sans doute a atteint déjà le seuil du nucléaire, ce qui a poussé la Corée du Sud à déclarer, comme nous l'annonçons en fait plusieurs fois, nous l'avons annoncé depuis plusieurs mois, le fait que la Corée du Sud était en position de devoir se doter de l'arme nucléaire, et c'est ce qui a été suggéré récemment au niveau le plus officiel. Et ça, c'est extrêmement important, avec une Corée du Sud nucléaire, un Japon nucléaire, voire même une Australie nucléaire. Il est évident que la présence des États-Unis dans l'Indo-Pacifique va changer, et il est évident aussi que cela ne fait pas du tout des affaires de la Chine, alors même que paradoxalement, c'est aussi en réaction au fait que la Chine est de plus en plus assertive, comme on dit en anglais, et de plus en plus, on va dire, présente et agressive en mer de Chine du Sud et au niveau du Japon. Et donc, évidemment, ce qui est intéressant avec cet édito du Global Times, c'est que, évidemment, on a toujours le retour à l'histoire, et en disant que, finalement, la militarisation du Japon extrêmement grave, puisque le Japon est une puissance impériale, puisque le Japon militarisé a conduit à l'effondrement de l'Asie, à la guerre en Asie, et donc la Chine veut montrer par cet édito que finalement c'est dans l'éthos, c'est dans les gènes japonais d'être une puissance impérialiste, une société militarisée, mais que en réalité cela n'est possible que grâce au soutien indirect des États-Unis. Or, ici, ce qui est intéressant, comme souvent, c'est qu'il y a toujours cette idée que les pays qui sont des alliés des États-Unis sont simplement poussés par les États-Unis. En réalité, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est ces alliés qui cherchent l'alliance des États-Unis parce qu'ils ont eux-mêmes une perception de la menace. C'est pas les États-Unis qui forcent leurs alliés à percevoir la menace, mais c'est ceux-ci qui, parce qu'ils perçoivent une menace autour d'eux, cherchent à se rapprocher des États-Unis qui, on va dire, est la seule puissance à même de pouvoir se placer entre ces pays-là et la Chine ou la Russie. Donc, dans cet édito du Global Times, quelle est la conclusion? Donc, c'est là que c'est extrêmement intéressant et un peu extrêmement préoccupant, le fait que l'auteur de cet article, de cet édito, donc qui reflète sans doute en partie la perspective, l'idée du parti, au moins au niveau non officiel, affirme que si le Japon continue à suivre la ligne stratégique des États-Unis, continue à se militariser, continue à changer sa doctrine de défense, nécessairement, d'une certaine manière, il connaîtra
le sort de l'Ukraine, c'est-à-dire il sera l'Ukraine de l'Asie. Ça veut dire quoi l'Ukraine de l'Asie? Ça veut dire concrètement que de même que la Russie dit qu'elle a été obligée d'attaquer l'Ukraine pour préserver sa propre souveraineté, pour préserver sa propre puissance. De même, ce que semble signifier l'article Global Times, c'est que de même, la Chine devra attaquer le Japon parce que le Japon, avec le soutien des États-Unis, menace la sécurité chinoise. C'est donc quelque chose qui est extrêmement intéressant, et même si ce n'est pas complètement représentatif du Parti communiste chinois, de sa ligne officielle en politique extérieure, c'est un indice qui s'ajoute à un tableau assez sombre. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.